Allez, salut tout le monde, c'est Raknael le micro pour les carnets de la guerre, et aujourd'hui on va commencer l'Alexiade. Alors d'abord, l'Alexiade, qu'est-ce que c'est? C'est simplement 14 tomes écrits en grec ancien, retraçant la vie du Basilios Alexios, et oui j'assume, je l'ai appelé Alexandros dans le sommaire, désolé au passage, qui retrace la vie d'Alexios, depuis son arrivée au pouvoir, à travers la première croisade, et jusqu'à sa mort, et ses reconquêtes sur le sultanat de Rome. Alors, d'abord, on va faire un petit point. Qu'est-ce qu'il est, qui c'est, lui, comment il est arrivé au pouvoir? Alors, faut savoir que, d'abord, l'Empire byzantin, c'est pas la dynastie d'Alexios qui était sur le trône, mais c'était les Doukas, comme les ma fiancés, enfin, mariés selon le... les Doukas qui ont pris le pouvoir, je crois, je ne m'y connais pas trop en histoire byzantine, une ou deux générations avant elle. Et donc, Alexios, qui était un des grands généraux de l'armée byzantine, et qui va profiter de la véritable inefficacité du Basilios précédent, et surtout du fait que, après les nombreuses défaites qu'ils ont subies en Anatolie, en Bulgarie, et un petit peu aussi, je crois, par ici, vers la Serbie, euh, Alexios va vouloir prendre le pouvoir, éjecter la maison qui était sur le trône, et pour légitimer son acte, va se marier à la princesse Hélène, qui est une Doukas, donc la dynastie anciennement en place en Grèce. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi l'Empire byzantin, il a pas sa forme normale avec la Turquie? Ah bah ça, c'est tout simplement parce que les Seldjouks, ici, donc le sultanat de Perse, a décidé de lancer un pseudo-djihad avec comme seule motivation de s'agrandir sur l'Anatolie et une partie de l'Arménie, et va mettre sur le trône un autre membre de la dynastie seldjoukide, le Suleiman Ier. Autant dire qu'on n'est pas dans la merde pour les Grecs. Mais aussi le règne d'Alexios, c'est pas seulement une arrivée au pouvoir qui est complètement troublée, mais c'est aussi surtout la première croisade. Le pape Grégory VII qui va appeler à la croisade contre Jérusalem pour la reprendre aux mains des Seldjouks. Et c'est vraiment la première fois que ça se produit dans l'histoire. Il va y avoir vraiment un élan de toute la chrétienté catholique occidentale, autant la Castille, la France, l'Angleterre, le Saint-Empire, qui vont vraiment unir leurs forces sous la bannière des croisés pour arriver jusqu'ici. Sauf qu'entre les deux, il y a bien sûr l'Empire byzantin d'Alexios. Et Alexios a vraiment peur pour son cul, parce qu'il pense que les troupes croisées, en passant par la Grèce, vont piller Constantinople, et ce sera d'ailleurs le cas pendant la quatrième croisade. Et c'est vraiment de ça qu'il a peur. Il a peur de perdre son trône, que l'empire qu'il est arrivé à peu près à faire, pas ressortir de terre, mais arriver à faire remonter la pente, va être encore une fois balayé. Et donc pour éviter ça, une fois que la plupart des armées sont arrivées en Grèce, il va, pour éviter les pillages à tout prix, il va les nourrir à ses propres frais. Il va sympathiser avec les leaders qui ont été envoyés sur place dans le non moins célèbre Godefroy de Bouillon, pardon. Et finalement, il va en quelque sorte utiliser l'appui des croisés. Parce que quand les croisés vont partir vers l'Anatolie, Alexios va envoyer lui-même aussi, va convoquer son banc et va envoyer ses armées d'abord en Nicée pour la reprendre. Ça va être un grand succès parce que à part une petite défaite où 300 gardes d'élite byzantins ont été complètement massacrés contre plusieurs milliers de soldats seldjoukides, ça va être une grande victoire et les Basilios vont pouvoir récupérer ça, la Nicée ici, et une partie de la Turquie centrale, avant de bien sûr avancer, prendre Antioche, Tyr,
puis finalement Jérusalem. Jérusalem qui est juste ici et qui est actuellement aux mains de l'émirat de... Ouais bah l'émirat de Jérusalem, ils sont pas chiés. Et donc je disais, c'est vraiment la première croisade, et le pape au moment où il lance l'appel de Clermont, parce que c'est comme ça que s'appelle l'appel à la première croisade, il est vraiment surpris de l'élan qu'il va y avoir dans toute la chrétienté occidentale pour vraiment aller libérer la terre qui juge ça, même si entre temps il pense vraiment, il y a vraiment des intérêts commerciaux, politiques, à prendre des comptoirs, à s'enrichir, prendre pillage. Mais bon, ça, on peut pas vraiment vouloir à une nation d'aller faire la guerre pour s'enrichir. Donc on va peut-être pouvoir commencer tout de suite. Alors d'abord on va regarder rapidement les relations avec les vassaux. Ah bah qui sont plutôt même pour la plupart au-dessus de 30, ce qui est déjà magnifique. J'ai même celui-là il m'adore. À part lui qu'est-ce qu'il a? Ah ouais, lui il est ambitieux. Oh mon dieu c'est un Doukas. Oh mon dieu. Bon, ça par contre, lui, il va falloir essayer de l'éliminer le plus rapidement possible. Parce qu'il va être un gros problème. Il a, il a une revendication sur mon titre. C'est un Doukas, donc la dynastie que j'ai virée du trône. Et surtout, enfin, surtout, et il va sûrement comploter. Et même former une faction, c'est ça qui me ferait le plus peur. Pour me dégager du trône. Et ça, franchement, ce serait vraiment pas terrible pour la continuité de la série. Mais bon, le reste de mes vassaux m'adorent, donc normalement, même s'ils forment une faction, il n'y a que ceux qui m'aiment pas du genre, pas beaucoup du genre 4 qui vont peut-être le rejoindre. Puis bon, on va quand même pas tarder à faire valoir nos revendications sur les terres qui sont les nôtres. Donc je pense en grande partie au Pecheneg. Elle s'appelle comment la région que je veux reprendre, que je me mets tout à l'heure? Non, pas la Moldavie. Voilà, la Valaquie. La Valaquie qui normalement fait partie de l'Empire. Même si normalement l'Empire est absolument monstrueux. Regardez, on passe en deux jures. Voilà, j'ai des revendications de jure sur la Croatie, sur l'Apulie, sur la Sicile. Donc j'ai vraiment de quoi faire si jamais je m'ennuie. Pourquoi ça dit une baisse de framerate donc donc je vous disais sûrement les Pecheneg, même si je vais essayer de pas trop me frotter aux païens tant que je le peux, parce que les païens ont ah ils ont pas l'air de l'avoir. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que normalement les païens, tous les païens ont ce qu'on appelle un bâtiment, un culte guerrier, qui va fournir 500 infanterie lourde en plus par comté. Donc ça peut vraiment compliquer une guerre sainte. Ouf, je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas si vous avez une baisse de framerate, mais moi c'est assez important. Ah, par contre lui, voyons s'il a des alliés. Non, non, pourquoi on purise? Et où? Oh, je fais exprès? Mon dieu. Ah mon dieu. Bon, désolé vraiment de ce qu'il y a là. Ah, lui, est-ce qu'il y a des alliés? Il a le duc de Dioclé. Le duc de Dioclé. Ouais, bon. J'ai combien? Je peux lever combien? Je peux lever en gros 9000 troupes. Ouais, donc si jamais si je veux, lui c'est pas un problème, je peux l'annihiler, je peux annihiler la Dioclé à côté. Mais bon, on va pas s'embêter dans des querelles avec d'autres chrétiens pour l'instant. En plus il est orthodoxe, donc je vois même pas pourquoi j'irai lui déclarer la guerre dans un premier temps. On va voir les alliances qu'on peut éventuellement tisser. Donc avec le Kaiser. Non, arranger un mariage. Il me faudrait quelqu'un. C'est quoi cette dynastie? C'est les Salians.
Donc peut-être elle, si je la marie avec un de ma dynastie. Non. Effet du prestige, politique, réticence de base. Ouais, c'est sûr que le Sergue contre moi, l'Empire déchu, ça va... Ils ont des raisons de refuser. Le roi de Croatie qui pourrait peut-être être intéressant. Et il a pas d'enfant. Super. Ah, c'est sûr qu'à 51 ans, on n'a pas d'enfant au Moyen-Âge. Roi de Hongrie. Ah, lui par contre, il a masse de femmes à marier. Ouais, mais elles sont toutes mariées. Ah, j'en ai une qui est chez mon vassal. Chez le vassal que j'aime pas. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment peur. Il a quoi comme titre? Du duc d'André-Paul. Parce qu'il a les moyens complètement de me destituer du trône. Il a l'appui de la Hongrie, de Venise et une revendication forte sur mon titre principal. Donc si jamais il décide de se rebeller, pour moi c'est fini. Et je peux revendiquer la Géorgie. Mais bon, pour l'instant, ça servira à rien. Vu que avoir une mer entre nous deux, bof. Donc moi ce qui m'intéresserait c'est quand même d'arriver à tisser une alliance avec la Hongrie pour avoir peut-être une chance. Désolé, petite ellipse, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre, j'ai pas prévenu que je filmais, donc je disais, j'avais trouvé celle-là qui était libre, et moi ça m'intéressait de faire un mariage entre une princesse hongroise et un de ma dynastie, parce que comme ça, si jamais le prétendant au trône se rebelle, j'aurai peut-être l'appui de la Hongrie, ce sera celui qui préfère. Donc j'ai plus de chances quand même de pouvoir peut-être compter sur la Hongrie plutôt que juste de me prendre la grosse révolte qui se prépare. Donc voilà. On va lancer ça. Qui d'autre je pourrais appeler à la rescousse? Il est pas spécialement riche. Il a pas l'air spécialement puissant et je pense qu'il serait plutôt latter la gueule. Roi de Croatie. Non, roi de Croatie, on a vu qui d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vachement bizarre. Ouais, c'est vachement bizarre. Parce que on dirait que c'est un personnage qui a été juste mis là, mais ils n'ont pas détaillé autour. Ouais, donc le Castille, ça servirait à rien. What the fuck? Duché de Barcelone. Ouh, ça j'avais encore jamais vu. Et on n'a même pas encore commencé la partie. Je sais pas si en 1080 le duché de Barcelone avait une partie de la Savoie, mais bon. Bon, ça c'est un titre que j'ai fait moi. Mais bon, avec la mise à jour, il a complètement bugué. On peut même voir, il y a le nombre de cités qui a explosé. Donc Duc d'Apulie. Duc d'Apulie qui peut être un soutien. Ouais, il y a de quoi marier. Et qui peut être un soutien assez utile, vu qu'il est juste à côté. Une femme, voilà. Ça c'est les Normands. Les Normands de Sicile. Et d'ailleurs c'est un peu anti-historique ce que je fais, parce que les Normands en avaient beaucoup contre le trône byzantin. Et ça fait partie des 3 grandes puissances qui se disputaient la carcasse de l'Empire juste avant qu'Alexios monte au pouvoir. Alexios même, il a dû combattre des Normands qui essayaient qui ont pris des villes et des ports même sur la côte vers Thessalonique par ici. Il a fait face aux Pechenègues qui finalement ont pris la Valachie, et finalement les Turcs qui les ont complètement atomisés ici. Donc contre celui-là j'ai... Ouais. On va prendre une ambition, un nouveau système d'ambition. Bof, je le trouve pas particulièrement pratique, mais ça a son charme. J'aime vraiment beaucoup le DLC qui a été rajouté. J'ai une partie avec l'Empire byzantin où je suis arrivé à renverser le grand schisme. Je peux vous dire que c'est vachement jouissif quand vous pouvez convoquer 50 000 soldats
pour aller latter la gueule à n'importe quelle puissance catholique pour vous étendre. Et j'essaie en plus de reformer l'Empire romain, donc c'est... ça promet. Je vous montrerai peut-être cette partie à un moment. Ok, je l'ai prise mon ambition? Non, je l'ai pas prise. Bon, on va prendre le plus glorieux des hommes pour un pelé avec le RP du personnage. Et on va pouvoir commencer. Voilà. On a la Hongrie avec nous. Ça, c'est fait. Il aime comment 18. Ouais, bon, c'est pas super. Il aime comment le prince? Il aime... Ouais, bon, je crois qu'il n'y a pas trop moyen de savoir. Donc c'est pas grave. Et puis, on va peut-être s'attaquer. Peut-être, on va voir. D'abord, je vais recruter un peu d'escorte. Même si j'ai toujours rien compris à comment c'est censé marcher. Puis je vais tâcher de pas claquer tout mon fric dedans. Prendre ça. Puis ce que j'ai compris, ça va se former au fil du temps. Et c'est l'armée permanente qui va rester au même endroit. Donc, puis on va peut-être améliorer Constantinople. Ouais, bon. Ouais, bon. Constantinople, ça attendra. Surtout que je suis vraiment limite niveau fric. Lui, par contre, on va déclarer la guerre à son suzerain. Et on va reprendre ce qui est à nous. Voilà, donc la Valachie. Les Péchenegs, après une partie avec la Hongrie, je crois me souvenir que c'était plus fort que ce que je pensais. C'était pas juste une obscure nation païenne. Donc on va convoquer tous les hommes qu'on peut. Voilà, on va faire appel à tous nos alliés. Parce que c'est à ça que ça sert. Et puis nouveauté aussi de la mise à jour qui vient de sortir, il vient de sortir mais c'était la semaine dernière. On peut plus convoquer l'arrière-ban. Maintenant on peut convoquer seulement le ban des vassaux directs. Donc je vais lever les troupes de mon domaine. Et toutes les troupes des vassaux. D'ailleurs je peux même lever les troupes d'un vassal à moi qui est une baronnie à Raguse. Donc j'aime bien. Allez, puis on va faire ce qui est en Grèce continentale sur surgroupé ici. Puis je pense qu'on peut directement démobiliser cela. Allez. Ok, ils acceptent. Mais est-ce qu'ils acceptent de venir à la guerre? Bon, bah vous savez quoi? On va se garder cette petite partie de la guerre pour l'épisode prochain. Parce que j'ai prévu de le faire dans celui-là. Mais je commence à sentir des petites, un petit encombrement disque dur. Donc on va quand même essayer de continuer dans la mesure du possible. Mais si je vois que ça commence un peu à partir en live, on arrêtera la capture. En face, ouais, bon, c'est pas les trucs les plus terribles que j'ai vus. Ils n'ont quasiment rien. Le roi de Croatie, il veut marier qui? Ma soeur. Bon bah, ok. Ça peut être utile avec la Croatie. Allez. Désolé si je parle pas là, j'ai des petits blancs à des moments, je réfléchis à ce que je suis sur le point de faire. Donc là je me disais qu'on va séparer l'armée en deux. Et puis il y a une armée qui va partir nettoyer toutes les forces des Pachunag et une qui va occuper le territoire en attendant. J'utilise basiquement la même méthode que sur Victoria 2. Ils ont commencé... je l'ai fait niquer en continu. On va prendre éminence grise. C'est vachement important l'éducation. Enfin, je dis ça surtout pour les débutants parce que même moi, au début, quand j'étais débutant, je comprenais pas trop à quoi ça servait. Puis
le jour où je me suis retrouvé avec une duchesse de Gascogne qui avait... c'était impressionnant les stats qu'elle avait. En tout, j'arrivais à avoir 60 de diplomatie d'État. J'avais tous mes vassaux qui étaient... Quasiment tous mes vassaux qui étaient à 100. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre à quel point ça pouvait être intéressant de faire éduquer ces enfants par une éminence grise. Les parties, je me concentre seulement à, si je peux dire, l'élevage de stats monstrueuses. Donc eux, ils vont partir. Et eux, hop, ils vont aller occuper la province. Ouh, vite, vite. Voilà. Ouais, bon, j'ai quand même perdu pas mal. On va laisser tomber la technique de séparation. On va juste avancer en bloc et occuper ce qu'on peut. Est-ce que eux ils sont assez pour faire un siège? Bon, bah vous savez quoi? On va se garder l'issue de cette guerre pour la prochaine fois. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Et normalement il devrait être en ligne le lendemain du jour où vous voyez le sommaire, ce qui fait 2 jours par rapport à moi. Et le lendemain de la publication de cet épisode, vous devriez voir arriver le premier épisode des canons de compagnie que je viens de tourner. Allez, salut à tous. Bon, bah voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Allez, ça me ferait vachement plaisir si vous laissiez un petit commentaire, un petit like, ou encore mieux même, que vous vous abonniez. Et puis, on se dit à bientôt.